c'est trop tard, vous ne mêlez pas de ça, restez sur des dépôts à 3%, c'est mieux pour vous. S'il fait ça, ben, il ne fait pas de chiffre d'affaires. Donc la banque va le jeter. Qu'est-ce que ce clou? Normalement, il doit dire à la vieille d'abord, vous avez raison, madame. Justement, on a un placement tout à fait en bourse. Et donc, c'est ce qu'on a vu jusqu'en 2007, c'est-à-dire qu'on a du mal à arrêter ce qu'on appelle l'exubérance des marchés. Il faut être extrêmement vigilant et il faut bien que les gens se rendent compte que, enfin, lorsqu'ils prennent des crédits toxiques, c'est dangereux, et lorsque vous placez votre argent sur les gens placent leur argent en bourse, ben c'est extrêmement dangereux. Voilà, pour dire un mot de conclusion. Ah oui, d'accord. Voilà. Allez-y. Juste la BCE, son rôle justement par rapport à la finance, est-ce qu'il ne serait pas intéressant que ce soit elle qui finance les États et non pas qu'elle prête l'argent aux banques qui financent ensuite les États? Je me pose la question. Alors, il y a deux questions totalement différentes. Donc, première question, la BCE doit garantir les dettes publiques. Sinon, ça ne marche pas. Le principe fondamental, entre 1945 et 2011, il n'y a pas eu de problème. Les dettes publiques étaient considérées sans risque parce que les dettes publiques étaient garanties par la Banque centrale. Et c'est ce qui se passe actuellement au Japon, c'est ce qui se passe en Grande-Bretagne, aux États-Unis. L'État ne peut pas faire faillite parce qu'il y a la Banque centrale derrière qui peut créer de la monnaie. Et donc, il n'y a aucune spéculation possible. Personne ne croit à un seul instant que le Japon, qui a une dette de 200% du PIB, va faire faillite, et donc il n'y a pas de spéculation. Et donc il faut absolument qu'en Europe, on ait le même principe, la BCE garantit les dettes publiques. Et le danger actuellement, c'est que la BCE a dit, oui, éventuellement j'interviendrai, mais elle a dit, j'interviendrai que si les pays pratiquent des politiques raisonnables. Et donc grâce à ça, la BCE, elle impose aux pays des politiques débiles. Par exemple, la BCE, elle a imposé à l'Espagne de modifier son droit du travail et de rendre plus facile les licenciements. Et vous savez qu'en Espagne, le taux de chômage est passé très rapidement de 8 à 25%. Est-ce que c'est la peine, dans un pays où le taux de chômage est passé de 8 à 25%, de faciliter les licenciements? Et le problème, donc, la BCE impose des politiques d'austérité, elle impose, voilà, et puis donc ça permet au marché financier de jouer un rôle important. Et chaque guerre dans le monde, je ne sais pas si c'est vrai, on nous dit que la France va réduire le niveau des retraites pour rassurer les marchés financiers. Non, c'est pas possible. Donc il faut absolument que la BCE garantisse les dettes publiques. Il y a une seconde question, je ne sais pas si c'est la question que vous avez posée ou si je l'invente complètement. Naturellement, la BCE devrait jouer un rôle important pour surveiller les marchés financiers, pour éviter que les marchés financiers fassent n'importe quoi. Le problème, c'est que ça supposerait que la BCE soit indépendante des marchés financiers. Or, ce n'est pas le cas. Le président de la BCE vient des marchés financiers. Et donc, vous savez que dans la direction de les gens qui dirigent la BCE, il y a une partie importante d'anciens banquiers. Il y a dans la Constitution européenne, il y a marqué les membres du gouverneur, ça doit être des gens compétents, des gens qui connaissent bien les marchés, etc. Donc on les prend. Voilà. Il n'est pas question de donner des syndicalistes à la direction de la BCE, alors que pourtant, la BCE, aujourd'hui la BCE intervient pour dire qu'il faut déréglementer le droit du travail. Ce serait quand même bien qu'à la tête de la BCE, il y ait un syndicaliste plutôt qu'un financier. Donc c'est pas n'importe quel syndicaliste. On va pas rentrer là-dedans. Mais
regardez, enfin bon, on va pas aller dire. Voilà. Alors, regardez Monsieur Trichet, qui a été gouverneur de la BCE, pendant toute sa carrière, sa grande préoccupation, ça a été de dire il ne faut surtout pas que les salaires augmentent trop vite et il faut déréguler le marché du travail. On n'a jamais entendu M. Trichet dire quoi que ce soit sur le fait que les marchés financiers faisaient n'importe quoi. C'est quand même préoccupant. Donc ça fait partie des problèmes que les économistes adhéraient, et Roosevelt 2012, excusez-moi, 2012, 2013, auquel on doit ensemble travailler. Voilà. Pourquoi la BCE ne peut pas prêter de l'argent directement aux États? Parce que la BCE pourrait changer pourquoi de c'est statut. interdit? Il y a deux questions. Pourquoi la BCE ne peut pas prêter directement aux États? Réponse, parce que c'est interdit dans la Constitution. Voilà. Mais il y a un amendement qui le permet dans le TSCG. Il y a un amendement qui permet de prêter directement. C'est en prêtant à des organismes. Non, attendez. Non, attendez. Dans le traité, le dernier traité, il y a un amendement qui permet de prêter directement aux banques centrales, enfin aux banques et la BIE, donc la Banque de France par exemple. Et pourquoi ça, personne ne l'utilise? Il y a une volonté de pas s'utiliser. Attendez, il y a deux choses totalement différentes. Lorsqu'on a fait la Constitution, il a été dit clairement, la BCE ne prête pas directement aux États. Donc les États doivent aller sur les marchés et la BCE ne garantit pas la dette publique. Les Allemands, parce que le point de vue allemand, ça consiste à dire les gouvernements sont des clowns, etc. Donc il faut que les marchés financiers les surveillent et c'est pour ça qu'on a introduit cette règle. Et ça, c'est ce qui est dans la Constitution. Depuis, avec la crise, etc., on a créé ce qu'on appelle le mécanisme européen de stabilité qui dit, lorsqu'un pays est en difficulté, on peut lui prêter, le MES peut lui prêter, mais pour lui prêter, il faut mettre en place, il faut signer un programme d'ajustement, il faut que le pays accepte de se soumettre aux ordres de ce qu'on appelle la Troïka, c'est-à-dire la BCE, le FMI et le Conseil européen. Donc si vous voulez être aidé, vous pouvez être aidé, mais en échange, vous laissez vos clés à la Troïka. C'est ce qu'ont fait l'Irlande, le Portugal et la Grèce. Donc c'est la situation que nous avons. Et le 6 septembre, si je ne me trompe pas, la BCE a dit « J'accepterai dans certains cas de financer les États en difficulté, mais à condition que ces États en difficulté acceptent de signer un mémorandum dans lequel ils s'engagent à faire un certain nombre de choses. » Donc actuellement, la BCE n'aide que les États, enfin théoriquement que les États qui prennent des engagements forts par rapport à qui mettent en œuvre des politiques d'austérité et deuxièmement qui mettent en œuvre ce qu'on appelle des réformes structurelles, sachant que les réformes structurelles c'est mettre en cause le droit du travail, réduire les retraites et ça c'est depuis la signature du MES. Voilà. C'est la signature du MES qui a déclenché ces conditions et ces contraintes parce que ça a modifié la Constitution. Donc non. On a inscrit dans la Constitution, il était marqué les États n'ont aucune solidarité entre eux et on a rajouté la ligne suivante. Dans certains cas, pour préserver la survie de l'euro, on peut aider un pays à condition qu'il accepte de signer un programme d'ajustement. Ça a été rajouté depuis mars 2000. Depuis c'est mars, oui. mais on aide un pays à condition, c'est conditionnel à voilà. Donc c'est la situation où on est, c'est-à-dire qu'on n'est pas actuellement, si vous considérez par exemple la Grande-Bretagne,
la Banque d'Angleterre achète des titres du Trésor sans qu'il y ait un accord formel entre le Trésor, sans qu'il y ait des engagements du Trésor. Hein, la Fed, si vous prenez l'exemple le plus intéressant, c'est la Fed achète des titres, la Fed a dit clairement, mon objectif c'est de maintenir des taux d'intérêt nuls et des taux d'intérêt à long terme inférieurs à 2% tant que le taux de chômage n'est pas redescendu en dessous de 7%. C'est quantitativisé. Donc c'est une stratégie consistant à dire ben, j'interviens tant qu'il y a du chômage. C'est pas du tout la position de la BCE. Donc c'est Et des banques nationales en Europe. Il n'y a pas de banque nationale en Europe. C'est-à-dire les banques nationales en Europe ont une autonomie extrêmement limitée. Elles peuvent pas. La Banque de France ne peut pas aujourd'hui décider de dire ben, voilà, j'achète des titres français. Ça n'existe pas. Tout passe au niveau. La Banque centrale française n'a aucun pouvoir monétaire. Et bon, la seule chose, enfin, elle a des petits pouvoirs, genre, elle gère des comités de surendettement, elle a un petit pouvoir sur les banques françaises, mais elle ne peut pas, de son propre initiative, décider de soutenir tel ou tel, de soutenir l'État, etc. On a perdu ça avec le traité de Maastricht. Et quel est donc votre intérêt de rester dans l'euro? Maintenant, mais voilà, on est ici pour faire avancer les choses, enfin j'espère, et pour informer peut-être les gens autour de nous, même si on n'est pas économistes nous-mêmes. Donc ce que vous nous avez expliqué, super. Maintenant, la prochaine étape, c'est quand même de dire quel est notre intérêt à nous de rester dans l'euro, et est-ce qu'il ne faut pas éventuellement pousser, parce que notre seul pouvoir aujourd'hui en tant que personne, c'est un bulletin de vote ou éventuellement demander un référendum sur certaines choses, est-ce que notre pouvoir, c'est peut-être pas de faire avancer les choses autrement? Parce que en fait, le tableau que vous avez dressé, il est quand même globalement pas rouge. Ça ne va pas aller vite et on ne sait pas si dans 10 ou 20 ans, ce sera sorti. Je vais vous répondre vite parce que voilà. Bien sûr, c'est un débat énorme, hein, ce que je vous dis. Hein. Donc, j'en ai conscience. On espère, dans 2-3 mois, on va publier un livre qui s'appelle Changer l'Europe. Oui. Voilà. Et comme on n'a pas tous le même avis, il y aura 2 chapitres 1. 2 chapitres 1. Donc il y a une première position, les gens qui disent on a besoin de l'Europe à l'échelle mondiale. L'Europe, c'est un acteur important. On est quand même la zone du monde où la protection sociale est la plus développée. On est la zone du monde où on se bat le plus pour le réchauffement climatique. On se bat le plus pour l'égalité homme-femme. Il y a des tas de choses. Il y a un modèle social européen. Il faut le défendre. Pour défendre ce modèle social européen, il faut renforcer l'Europe. L'euro fait partie de l'Europe, et donc la lutte qu'il faut mener, c'est pour changer l'Europe, pour effectivement avoir une Europe sociale, solidaire et écologique. Ça, c'est le chapitre 1. Et puis il y a un chapitre 1 bis qui dit c'est pourri, l'Europe est actuellement dominée par une technocratie libérale qui impose au peuple des solutions épouvantables. En plus, comme l'euro n'a pas été géré, il y a des déséquilibres épouvantables qui se sont creusés entre les pays du Nord et les pays du Sud. Et donc, les pays qui ne suivent pas l'euro non plus, en Europe. Dans le cas de l'euro. Donc, c'est pas gérable, on ne s'en sortira pas. Il faut briser l'euro. Les pays du Nord, ils verront leur monnaie monter vers le haut. Ils souffriront de perte de compétitivité. Ça les forcera à changer de politique. L'Allemagne, la Finlande, les Pays-Bas qui nous embêtent à jet continu, ils verront leur monnaie monter. Les pays du Sud, ils verront leur monnaie chuter. Ça leur donnera un coup de fouet. Ils pourront mettre en œuvre des stratégies originales, par exemple du protectionnisme, pour acheter ceux dont ils ont vraiment besoin. Bon, il y a des modèles, l'Argentine, etc. Et donc, pour s'en sortir, il faut passer par une phase où effectivement on accepte l'éclatement de l'euro.
c'est le chapitre 1 bis. Et nous, en tant qu'économistes atterrés, il y a les deux positions, c'est pour ça qu'on aura deux chapitres, un chapitre 1 et un chapitre 1 bis. Voilà les deux positions qu'on peut défendre. Les deux se défendent. Je veux dire, la position 1, ça consiste à dire, bon, il faut plus de solidarité, il faut accepter. Bon, et le problème du chapitre 1, enfin la position 1, c'est très dur de convaincre les pays du Nord de dire, vous vous plantez, quoi. Et vous, à titre personnel, le chapitre 2, c'est quoi? Non, le chapitre 1 est 1 bis. Hein. Non, mais le chapitre 2, vous, à titre personnel. Une fois que vous aviez le 1 et le 1 bis, vous passez au 2. La suite, oui. Moi, je peux soutenir les deux positions. Mais je pense que je suis plutôt dans la position il faut se battre en Europe, une Europe sociale, solidaire et écologique. Bon, mais bien sûr, c'est dur parce que avec il y a une montée des méfiances entre pays, je veux dire. C'est pour ça que c'est dur. Quand vous allez en Allemagne, les Allemands sont persuadés que les Grecs, les Espagnols, les Portugais, c'est des feignants. Il y a des Allemands qui croyaient qu'en Grèce, la retraite était à 35 ans, enfin des trucs complètement aberrants. Voilà. Et donc, en Grèce, donc, la solution 1, elle est dure, et la solution 1 bis, bon, elle aussi. Voilà. On remercie très chaleureusement M. Sterdignac qui a beaucoup de temps et beaucoup de passion à nous répondre. On vous remercie tous d'être venus un samedi matin pour nous écouter et naturellement nous remercions le restaurateur qui nous accueille tous les samedis où nous voulons venir et tous les mercredis soirs pour nos réunions.